Bonjour, bienvenue à ce troisième cours de littérature française des 17e et 18e siècles, consacré celui-là aux contradictions du baroque. Alors, on a un horaire un peu chargé, une présentation un peu ambitieuse. Je vous ai expliqué que par le passé, il y avait deux cours, en fait, consacrés, l'un au 17e et l'autre au 18e. Et il a fallu que je fasse la synthèse de ces deux cours-là. Et je n'ai pas été capable de faire des choix, je n'ai pas été capable de renoncer à certains contenus. Et ça va paraître un peu aujourd'hui, je m'en excuse par avance, vous allez avoir l'impression des fois là, que j'essaie de tout dire dans la précipitation. Ça va être le 17e au pas de course, mais je ne suis pas capable de trancher, je ne suis pas capable de renoncer à des éléments qui me semblent vraiment incontournables dans la matière. J'essaierai de me dompter un peu dans les prochaines semaines et de rendre ça plus digeste, mais attendez-vous donc à une présentation un peu surchargée et je m'en excuse. Alors, je vous invite à m'accompagner au fond de la classe pour débuter le cours avec cette projection donc sur le baroque. Voici, je partage avec vous le tableau virtuel. Il s'agit donc d'un cours consacré aux contradictions du baroque. On va en parler comme d'un courant esthétique qu'il faudra situer dans le temps. On va encore s'entendre sur une chronologie un peu arbitraire. On va voir que ça ne fait pas l'unanimité, mais ce n'est pas grave, on assume nos choix et nos inconséquences également. Alors, vous avez au sommaire aujourd'hui 3 points. A priori, ce n'est pas si ambitieux que ça. Vous avez donc le courant baroque dont on va parler. Quelles sont les caractéristiques, quels sont les principaux auteurs, quelles sont les manifestations de ce courant aussi en dehors de la littérature. J'aurais aimé vous faire entendre quelques pièces baroques, mais si je fais ça, mon vidéo va être bloqué sur YouTube et je vais avoir des copyrights à quitter ou en tout cas, il ne sera pas diffusé partout. Là. Il va être bloqué dans certains pays où on réclame le paiement des droits avant diffusion. Donc, imaginez-vous à quoi ça peut ressembler. Vous avez déjà entendu de la musique baroque, vous connaissez Bach, vous connaissez Lully, vous connaissez sans doute de la Lande, des choses comme ça. J'aurais aimé vous faire entendre ça en ouverture. Musique pour les dîners du roi, par exemple. Là, ça a été tonitruant et ça nous aurait mis dans le ton. Mais on va se rapporter à nos connaissances individuelles, à notre encyclopédie personnelle pour essayer de se représenter à quoi ça peut ressembler et comment ça sonnait tout ça. Vous avez derrière moi, en fait, j'ai derrière moi le château de Vaux-le-Vicomte. C'est le fameux château de Fouquet qui a rendu Louis XIV jaloux, à telle enseigne qu'il a fait arrêter son ministre des Finances et après un procès où celui-ci a été condamné à l'exil, Louis XIV, non content de la peine jugée trop clémente, réclame l'emprisonnement à vie. Alors, c'est pas rien. Et pourquoi j'ai choisi ça comme toile de fond? Parce que c'est le précurseur de Versailles et c'est aussi une des premières manifestations de l'esthétique baroque en architecture. Déjà, il y a la coupole là, qui fait comme un chapeau en ce moment pour moi. Il y a la coupole derrière qui n'est pas tout à fait Renaissance hein, comme profil, même si le reste du château ne nous semble pas particulièrement révolutionnaire à l'extérieur, c'est à l'intérieur que ça se passe. Il y a dans la décoration là, une surenchère tout à fait baroque et on va avoir l'occasion de voir un petit aperçu. Je vous invite à visiter ça un jour si vous faites le voyage près de Paris. Vous avez Fontainebleau d'un côté, vous avez Versailles de l'autre, et entre les deux, ben, il y a Vaux-le-Vicomte qu'on peut visiter assez facilement. Et à l'intérieur même de 2 journées, je pense qu'on peut faire le tour des 3 châteaux. C'est réaliste et ça vaut le détour. C'est vraiment très, très beau et on comprend pourquoi Louis XIV était jaloux. Alors, on va parler ensuite des poètes, de la poésie à la période classique. Et cette poésie des premières décennies, de la première moitié, elle est surtout baroque, même si parfois il y a un chevauchement entre les esthétiques. Et ensuite, on va aborder l'âge d'or du roman. C'est là qu'on va discuter des différentes productions romanesques, le roman d'aventure, les bergeries, les romans de pastoral, mais aussi le roman précieux. Alors, beaucoup de choses au programme, beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Mais pour commencer, d'abord, on va s'entendre sur ce qu'on comprend de l'expression baroque. Qu'est-ce que c'est le baroque? Et on va réaliser que ce n'est pas tout le monde qui s'entend sur la définition. Notre définition à nous, pour le cours, ça va être celle-ci. C'est un style artistique et littéraire, le baroque, né en Italie,
à la faveur de la réforme catholique. Vous savez qu'on a voulu réformer la religion, question de lutter un petit peu contre l'essor du protestantisme qui gagnait en popularité à la Renaissance et qui entraînait ces conflits fratricides dont on a parlé déjà. Eh bien, pour rendre la religion plus attirante, plus sémillante, pour améliorer les chances de recrutement, on va vouloir donner un visage plus souriant à la religion catholique. Et une des façons de le faire, c'est à travers les arts, l'architecture, l'expression d'une fierté, d'une ambition qui rend la religion catholique plus séduisante que l'austère religion protestante. Alors, c'est pour briller par contraste finalement. Et il ne faut pas sous-estimer l'influence que ça va avoir sur les productions architecturales, musicales, littéraires, picturales. C'est vraiment quelque chose pour en mettre plein la vue et montrer que le génie du christianisme est à chercher là, du côté des catholiques et pas du côté des protestants. Alors, ce style, donc, il est d'abord italien et date de la Contre-Réforme au début et qui a régné sur une grande partie de l'Europe au 17e et au 18e siècle. Alors, ça commence à la Renaissance avec la Contre-Réforme, donc deuxième moitié de la Renaissance, mais ça va s'étendre bien au-delà. Et le problème avec l'esthétique baroque, c'est que ça varie selon les arts. Si vous êtes en littérature, ça correspond à une période assez courte dans le temps qu'on va préciser. La chronologie va être donnée tout à l'heure. Mais si vous êtes en peinture ou en architecture, ça s'étend bien au-delà. Et la musique aussi. Alors, ça induit une certaine ambiguïté. On peut être un peu confus quand on voit qu'il y a des productions baroques en architecture au 18e siècle et même jusqu'au 19e siècle. Pensez à l'Opéra Garnier, qui est une des plus belles manifestations de l'architecture baroque, dont l'inauguration est assez tardive en fin de compte. Là. Je pense que c'est début 19e siècle. Alors, il y a des manifestations de l'art baroque passé l'âge classique. Alors, c'est ce qui fait qu'on est un peu confus des fois. On dit, oui, mais le classicisme, c'est le 17e siècle. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle encore de baroque au 18e, 19e? Il y aura différentes phases du baroque. Il y aura le rococo, une espèce de surenchère dans la décoration qui va aller jusqu'à l'excès, vraiment. Il faut être au fait de ça. Il y a aussi des chercheurs pour dire en fait que ces esthétiques baroques classiques, elles sont intemporelles et elles ont existé de tout temps. Et si on y pense bien, en réfléchissant au texte et aux valeurs stylistiques de la Grèce antique, on retrouve aussi des courants en opposition. Un courant plus classique qu'on a appelé l'atticisme, qui était fait de pureté, de clarté, de simplicité, et un courant plus baroque qui était l'asianisme, qui était le courant de la surenchère stylistique, du style chargé, de la prose fleurie. Alors, on peut dire qu'effectivement, ces catégories-là traversent l'histoire. Alors, il ne faut pas trop s'en faire avec les dates et tout. Il faut quand même se donner un cadre opératoire parce que sinon, on ne sait plus trop à quel sein se vouer. On va être un peu perdu. Mais on s'entend pour dire que c'est une convention que nous adoptons, mais qui est discutable et discutée. Et il faut admettre qu'il y a place pour le débat à cet égard. Alors, 3 observations pour commencer. D'abord, le baroque est un style artistique général qui ne concerne pas seulement que la littérature. Je l'ai laissé entendre déjà. Je disais que c'était né à la faveur de la Contre-Réforme et que ça avait influencé l'architecture, la peinture, la musique, etc. Alors, c'est un style artistique général postérieur à la Renaissance, même s'il commence à se manifester à travers le mouvement maniériste, notamment dans la peinture en Italie au 16e siècle. Pour l'essentiel, le baroque est postérieur à la Renaissance. C'est plus un phénomène du 17e, 18e siècle. Même si on entrevoit ses premières manifestations à l'époque de la Contre-Réforme. Première observation, donc. Deuxième observation, jamais les artistes qui ont adopté ce style ce courant, si on veut, l'ont embrassé ce courant, ne l'ont appelé baroque. Alors, ils avaient bien conscience de faire quelque chose de différent de la génération précédente
Ils ont eu conscience des tensions avec l'école classique qui va s'imposer au milieu du siècle, mais jamais il y a eu un manifeste pour revendiquer le style baroque là, et s'approprier cette école. Alors, c'est quelque chose qui s'est formé de manière plus ou moins organisée, spontanée. C'est une sensibilité qui concerne les écrivains du temps, marqués par les mêmes traumatismes et qui répondent d'une façon assez semblable d'un genre à l'autre. Alors, ça, c'est important de le reconnaître. Alors, imaginez-vous pas que les écrivains vont se présenter comme des écrivains baroques. Ils ne se conçoivent pas comme ça. L'expression n'est jamais employée par eux. Il peut être reconnu donc à toutes les époques et dans tous les genres de création, architecture, littérature, peinture, musique. Mais pour nous, il s'agit, quand on parle du baroque, d'un courant littéraire qui domine en France de 1600 à 1660. Alors, encore une fois, chronologie arbitraire, parce que j'ai détaillé toutes les raisons de penser que ça déborde de ce cadre déjà, mais pour faire plus pratique et plus court, pour être plus concis, on va dire que pour nous, essentiellement, c'est la période de 1600 à 1660 en France, donc qui correspond à cette période baroque en littérature, en tout cas. Alors, ce mouvement, il est le reflet des sensibilités et des expressions, l'expression de périodes de transition, de difficultés internes aussi, ressenties, subies par la religion, du fait des guerres de religion aussi, et de remise en cause des valeurs traditionnelles, parce que de ce choc des guerres de religion, des déceptions, devant tout ce qui s'est passé de travers au 17e siècle et face au pouvoir aussi, il y a une remise en cause des valeurs traditionnelles. On est ébranlé dans nos convictions. On ne sait plus trop qui croire, à qui se fier. Et même la monarchie n'inspire pas confiance. Là. Malgré l'avènement de l'absolutisme au milieu du siècle, ce n'est pas gagné au début, en tout cas. Vraiment pas. Alors, le baroque se caractérise en opposition à la Renaissance par une nouvelle relation entre l'être et le monde. Une relation qui est troublée, en fait, parce qu'on a un peu perdu la foi, on a un peu perdu confiance en la nature humaine après cette période d'exaltation qui correspond à la philosophie humaniste où l'homme était placé au centre du monde et en lui, on plaçait toutes nos ambitions, nos espérances. On réalise que l'homme est capable de bassesse sans nom et où il y a des hommes, il y a de l'hommerie et on est profondément navré et déçu de ça. Alors, on va chercher à se divertir par toutes sortes de moyens, à fuir un peu cette réalité à travers l'imaginaire, à travers des représentations fantasmatiques qui vont nous amener ailleurs. Philippe, vous avez levé la main? Je me demandais, y a-t-il un événement précis cette espèce de désillusion-là, y a-t-il un événement précis qui la justifie? Tu sais, mettons comme l'absurde, c'est les guerres mondiales vraiment qui ont provoqué ça. Fait que je me Bien, dans ce demandais. cas-ci, c'est les guerres de religion, je vous dirais, qui ont été particulièrement sanglantes. Et si on passe à un événement traumatique en particulier, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy qui intervient dans le dernier quart du siècle, 1600, pas 1600, mais 1573, je pense, je n'ai pas la date exacte. Alors, le massacre de la Saint-Barthélemy qui, dit-on, aurait fait 30 000 morts, jusqu'à 30 000 morts, et certains disent plus que ça encore. Ça va laisser vraiment une marque dans l'esprit des gens. Là. On a vu des cadavres égorgés dans la rue, un peu partout à travers la France, et tout ça au nom de la religion, là. Une religion qui se prétendait d'amour, de paix, etc., etc. Donc, c'est dur à gérer. Et ajouter à ça les maladies, les difficultés économiques, les guerres, il y a de quoi être profondément traumatisé. La fin du 16e siècle n'a pas été de tout repos. Et je pense que ça l'a joué avec ce rapport inquiet des poètes baroques, des écrivains baroques par rapport à l'existence. C'est une crise existentielle, une crise sociétale qu'ils traversent et ça a ses manifestations dans l'art et dans la représentation de la mort. Il y a un goût pour la morbidité qui est assez sensible partout. Alors, la pensée baroque
À l'image de Saint Ignace de Loyola, qui est le fondateur de l'ordre jésuite, cet ordre presque militaire, militant, qui vise à reconquérir les brebis égarées. Vous savez qu'on a perdu beaucoup de membres aux mains des protestants, et pas seulement ceux qui ont été tués et ceux qui ont été convertis. Ils sont plusieurs à avoir quitté l'Église pour cette raison. Et donc, il y aura des gens comme Ignace de Loyola pour essayer de les reconquérir. Et à travers ça, à travers une discipline spirituelle qu'il enseigne dans ses exercices spirituels, un ouvrage qui va être fondateur là, pour l'ordre jésuite, où il invite le croyant à se représenter par son imagination toutes sortes d'épisodes de l'histoire sainte, de se représenter sa situation face au jugement dernier, face au jour où il devra confronter Dieu et rendre compte de ses péchés. Alors, cet accent mis sur l'imagination fait que on entretient un rapport parfois un peu angoissé par rapport à son salut. On s'imagine confronté devant Dieu, à comparaître devant Dieu, puis à expliquer ce qu'on a fait de notre vie, du cadeau qui nous a été fait de la vie, et rendre des comptes de toutes les bêtises qu'on a pu faire. Et on s'imagine les feux de l'enfer où on pourrait aboutir si on ne fait pas gaffe. Et tout ça, ça nous donne des effrois terribles. Ça nous empêche de dormir là, quand on s'imagine l'enfer. Ma mère me racontait que plus jeune, on leur faisait croire à l'enfer, bien sûr, et personne ne mettait ça en cause là, avant le pape Jean-Paul II qui a dit que enfin, l'enfer, c'était plutôt une métaphore. Il ne fallait pas le prendre au pied de la lettre. Ma mère était en furie quand elle a réalisé ça, en fin de compte, qu'on lui avait raconté des bobards tout du long et que c'était juste une métaphore. Elle croyait, comme les gens de l'époque, dans les feux dans l'enfer, dans la damnation éternelle, dans les démons qui vous torturent. Et c'est une représentation assez angoissante. Alors, imaginez des gens qui jouent constamment à s'imaginer des histoires d'horreur, cet univers fantasmé, imaginaire qu'on cultive, qu'on entretient à dessein, hein, pour servir la religion, la cause de la religion, parce que la peur de la damnation éternelle va bien sûr nous entraîner à davantage de discipline. Alors, ça provoque toutes sortes de choses et une certaine créativité aussi dans les représentations parce qu'on va la représenter, cet enfer, on va vouloir le représenter, cet enfer, on va vouloir imaginer cette vie éternelle aussi au paradis, à quoi ça peut ressembler, et on va vraiment se projeter dans l'imaginaire. L'art baroque, par ailleurs, va développer la brisure, la courbure, la tension, le nœud comme expression figurative pour représenter l'instabilité. Alors, on est dans une période d'instabilité, de tension, tension politique, tension sociale, tension existentielle. Et une façon d'exprimer ça de manière figurée, de manière artistique, c'est à travers cette esthétique de la bigarrure, de la brisure, de la courbure, de la tension qui correspond au baroque. D'abord, le mot baroque vient, je pense, de l'espagnol ou du portugais. Barroco, je pense que c'est espagnol, je ne veux pas dire de conneries, qui signifie perle irrégulière. Alors, c'est quelque chose donc qui est, par définition, irrégulier. Et on observe dans l'esthétique baroque, c'est ce caractère irrégulier qui prédomine hein, dans la courbure, dans la brisure. Quand on regarde des motifs comme celui que j'avais à la première diapositive, en dessous de la définition du baroque, il y avait beaucoup de courbures, il n'y avait pas de ligne droite là-dedans. Ben, de même, dans la peinture baroque, on représente énormément de courbes, de tensions, de nœuds, de brisures, de cassures. Regardez comment cette représentation-là n'est pas rectiligne, n'est pas régulière, et c'est tout à fait typique de l'imaginaire baroque, et ça a des manifestations aussi en littérature, bien sûr, en poésie, dans le roman également, où les histoires, les intrigues s'entrecroisent, se mêlent, on perd le fil. Et déjà, même si vous êtes en train de lire La princesse de Clèves, qui n'est pas absolument baroque à tout point de vue, mais qui comporte des éléments baroques, vous avez remarqué le caractère sinueux de l'intrigue et comment ça va un peu dans tous les sens et comment on s'égare. Et ce n'est qu'au cinquième peut-être du roman qu'on comprend en quoi consiste l'intrigue. Parce que jusque-là, c'est du name-dropping où on est en train de détailler tout le gratin de la cour
et on n'a pas dit encore grand-chose de ce qui va se passer, là. On est un peu perdu, là. Si on ne prend pas des notes, en tout cas, on est perdu. Et si on pense que tous les personnages nommés sont importants, on est encore plus perdu. C'est au moment où on lâche prise un peu puis qu'on se rend compte qu'on n'est pas obligé de retenir par cœur les anecdotes des uns et des autres pour suivre qu'on y arrive un peu mieux. Alors, cette brisure, cette courbure, cette tension, ce sont donc des expressions figuratives qui sont les mieux appropriées pour représenter cette instabilité, cette tension qu'on ressent, cette crise existentielle qu'on traverse. Et dans sa volonté de toucher le sentiment des foules et d'émouvoir les gens à la conversion, le baroque possède le goût du faste et du spectaculaire. Alors, on veut en mettre plein la vue. Je le disais, hein, c'est l'esprit de la contre-réforme de vouloir séduire en épatant, en ravissant. Et c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans les productions baroques. Les artistes vont jouer sur des contrastes d'éclairage, des trucages, des machineries complexes pour susciter des effets là, spéciaux. Au théâtre, par exemple, je vous parlais du théâtre machine. C'est quelque chose de très impressionnant ce qu'on réussit à faire avec les dispositifs de poulies, différents systèmes là, pour faire intervenir des Deus ex machina vraiment formidables, épatants. Dans l'art sacré, vous avez une multiplication des scènes édifiantes, des martyrs, des extases religieuses, les miracles, et tout ça, c'est particulièrement apprécié. On avait ça déjà au Moyen Âge, mais là, avec des moyens encore plus tape à l'œil. La peinture baroque, comme on en voit une représentation ici, partage avec la sculpture le même goût prononcé pour tout ce qui peut susciter le pathos, l'émotion, les descriptions psychologiques des personnages, la théorie des passions humaines qui est développée à l'époque par des auteurs qui écrivent là-dessus, qui réfléchissent à qu'est-ce qui fait battre un cœur, qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux, qu'est-ce qui fait qu'on est angoissé et tout. Mouvement de la pensée, mise en abîme, ce sont des motifs qu'on retrouve un peu partout dans les expressions artistiques, les différentes formes artistiques. Alors, comment le baroque conçoit le monde, comment l'esthétique baroque ou comment l'homme, le poète baroque, l'écrivain baroque conçoit le monde, on pourrait dire qu'il le voit comme en transformation. C'est une période d'instabilité, on le disait, et de grands bouleversements. Alors, on a l'impression qu'on ne peut pas se fier à rien, que tout est toujours en train de bouger. Montaigne disait, le monde est une branloire pérenne, une branloire qui bouge constamment, éternellement. Et on a ce sentiment très vif d'un monde qui est en transformation continue. Ce n'est pas le monde circulaire qui tourne en rond du Moyen Âge, c'est un monde en changement perpétuel et pas nécessairement pour le mieux. Parfois, les choses changent pour le pire, en fait. Donc, on entretient beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Cette angoisse trouve à s'exprimer, bien sûr, dans la littérature. On entrevoit aussi, et c'est une des contradictions du baroque, le monde aussi et les rapports de l'homme à ce monde dans un esprit d'ouverture et de libre arbitre également. Alors, dans ces contradictions dont je parlais au début du cours et qui sont même le titre, hein, les contradictions du baroque, il y a aussi, paradoxalement, cette idée d'une foi profonde dans le libre arbitre et dans la possibilité pour les pécheurs de racheter leurs fautes. Dieu nous a donné ce cadeau extraordinaire de choisir pour nous-mêmes si on veut être vertueux, si on veut avoir une conduite exemplaire ou si on veut se livrer à une vie de péché. Alors, il nous laisse libres et il nous indique la voie à travers la parole révélée. Alors, vous savez ce que vous avez à faire. Vous pouvez gagner votre ciel ou, au contraire, vous retrouver en enfer. Il n'en tient qu'à vous. Et les catholiques sont très attachés à cette idée-là, qui est disputée chez les protestants. Les protestants pensent que le salut est déterminé d'avance. Peu importe ce que tu fais de ta vie, Dieu a choisi avant même ta naissance que tu allais aller au ciel ou pas. Alors, c'est deux rapports complètement différents, mais un qui va motiver l'action et l'autre un peu moins peut-être parce qu'on se dit, ben, si c'est décidé d'avance, il n'y a rien que je puisse faire qui va changer le cours de mon existence. Alors que avec cette foi qu'on a dans le libre arbitre, la possibilité de changer le cours de son destin, on a confiance que les choses peuvent s'améliorer. Alors, il y a les valeurs, comment le baroque conçoit le monde en fonction des valeurs, en termes de relativité et des apparences.
Alors, tout est relatif, pourrait-on dire, à cette époque. On a l'impression qu'on ne peut pas se fier aux apparences, en fait. Les romans de l'époque, les productions de l'époque sont pleines de métamorphoses, de masques, de faux semblants, d'illusions. Et on se rend compte qu'on ne peut pas se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on croit réel. Il y a beaucoup d'illusions, il y a de la magie, il y a de la sorcellerie. Et c'est une conception baroque qui va profondément influencer l'imaginaire des auteurs. Le style littéraire est entendu et pensé en termes de complexité, de liberté. Alors, ce qui caractérise la pratique stylistique, c'est une écriture fleurie, souvent, empoulée même, jusqu'à l'excès. Ça va dans le sens de ce qu'on disait à propos de la boursouflure, de la bigarrure, de la courbure, de cette esthétique de tension, ce qui n'exclut pas parfois des passages plus classiques, parce que dans les contradictions du baroque, il y a ça aussi. Le baroque porte en lui le germe du classicisme, qui n'est pas son antithèse, qui n'est pas son contraire exactement, mais sa résolution dans une forme plus harmonieuse, plus épurée, si on veut, sa sublimation dans une forme plus épurée. Mais de ça, on parlera plus tard. Donc, le style littéraire est marqué par cette liberté absolue de faire ce qu'on veut, ce qu'on entend, parce qu'il n'y a pas de règles vraiment, sinon l'absence de règles. On peut écrire ce qu'on veut, raconter des histoires complètement farfelues ou des histoires plus sérieuses. Alors, on a une licence assez considérable dans la création. Au niveau de l'art en général, et ça concerne l'architecture, on voit ici une représentation architecturale, mais aussi de peinture sur les voûtes, sur le plafond. On privilégie la ligne courbe, les ornements, les débordements, les contrastes. Et quand vous allez visiter Versailles, vous allez vous rendre compte, ou le vicomte, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'ornements, il y a beaucoup de contrastes, d'effets de contraste. Et des fois, ça nous donne presque mal au cœur. Quand ça donne mal au cœur, en général, c'est parce qu'on est dans la période baroque postérieure qu'on a qualifiée de rococo. Ça, le rococo, c'est le baroque plus, là, une surenchère de tous les débordements possibles. Alors, ça peut causer un choc esthétique. Je sais qu'il y en a qui sont incapables de tolérer le rococo. Moi, je trouve ça kitsch à outrance, mais sympathique néanmoins. On voit que c'est juste le baroque poussé à ses extrêmes conséquences. Il faut comprendre donc qu'on a voulu pousser plus loin encore cette complexité, cette valorisation de la ligne courbe, de l'ornement, du débordement, du caractère contrasté et parfois irrégulier. Les motifs baroques. Quels sont les thèmes baroques qu'on retrouve d'un auteur à l'autre, d'un ouvrage à l'autre? Vous en avez plusieurs. Il y a l'inconstance qui revient dans les textes, la poésie aussi bien que le roman, que le théâtre, l'inconstance du cœur humain, l'inconstance du cœur amoureux. On ne peut pas se fier à personne et certainement pas à son cœur. Alors, on est constamment trompé, on est constamment déçu. L'inconstance des femmes, l'inconstance des hommes aussi est évoquée à plusieurs reprises. La fragilité de la vie, et ça, c'est tout à fait normal hein, dans un siècle qui a vu la mort de près et qui la voit constamment de près, toujours frappée par des maladies, des guerres, des épisodes traumatisants, et sinon des vols. Il n'y a pas moyen de se promener sans se faire dérober à une certaine époque. C'est pas sûr, les routes en France. Et si vous traversez une forêt, bonne chance, hein, à moins d'être accompagné de soldats, de gardes et d'être bien équipé pour se défendre sa vie. On a le sentiment que notre vie est constamment menacée. Alors, ce sentiment de la fragilité de la vie s'exprime bien sûr dans les productions littéraires de toutes sortes, et notamment en poésie. Vous avez l'idée de la métamorphose, les transformations. Je vous disais à quel point les masques, les illusions étaient importantes dans l'esthétique baroque. Bien, il y a beaucoup de transformations. Parfois, on réfère à ces métamorphoses de l'Antiquité où Zeus prend la forme d'un taureau pour séduire Europe, des choses comme ça. Mais aussi, des fois, c'est des métamorphoses mystiques qui ont parti avec
avec les mystères, les miracles, les martyrs. Il y a toutes sortes de transformations et ça aussi, ça va dans le sens de l'esprit baroque. La diversité qui caractérise de manière générale toutes les formes. On va parler de diversité de diverses choses. On n'entend pas de la diversité au sens sexuel du terme ici, là, bien sûr. C'est une diversité des préoccupations, des horizons, des thématiques. Le fantastique, il y a des éléments qui peuvent étonner des fois, qui sont même proches de la science-fiction. On pensait à Cyrano de Bergerac, étant un empire de la Lune et du Soleil. Il y a des oiseaux qui parlent là-dedans. Il y a des habitants sur la Lune. On n'est pas dans un cadre tout à fait vraisemblable, réaliste. On pourrait même parler de science-fiction à certains égards, pour Cyrano de Bergerac à tout le moins, mais certainement d'éléments fantastiques aussi. Il y a des fantômes, il y a des créatures surnaturelles qui interviennent dans les histoires, donc il y a des motifs fantastiques aussi. Il y a ce jeu des apparences, des illusions, de la magie, de la sorcellerie qui intervient souvent. Vous avez la passion qui est exaltée dans le théâtre notamment. Il y a plein de drames, d'histoires amoureuses qui finissent mal. Vous allez me dire que ça finit toujours mal, l'histoire d'amour, mais ce n'est pas vrai. Il y en a qui finissent bien. Mais à en croire les baroques, non. Tout va mal. La passion nous mène au malheur. Alors, c'est un peu désespérant. Ce n'est pas une vision du monde optimiste de manière générale. Vous avez beaucoup d'images macabres et ça va avec le sentiment de la fragilité de la vie. On voit la mort partout. Et quand on ne la voit pas de ses yeux propres, on les voit par les yeux de son imaginaire. On nous demande de s'imaginer la mort, on nous demande de s'imaginer la damnation éternelle et les feux de l'enfer. Alors forcément, les images macabres abondent et ce n'est pas étonnant de les retrouver sous la plume de différents auteurs. Vous avez donc, parmi les principaux auteurs, de cette esthétique baroque, des poètes, des romanciers, de toutes sortes, des dramaturges. Je vous en présente quelques-uns qu'on va retrouver tour à tour dans les prochains cours. Quand il sera question du théâtre, par exemple, on va parler plus longuement de Jean de Rotrou, mais une première introduction, leur portrait en vrac, comme ça, pour vous dire qui ils sont, qu'ils font partie de ce courant baroque qui marque le début du XVIIe siècle. Alors, l'esthétique baroque est illustrée par des auteurs tels que Guillaume du Bartas, qui, lui, est plutôt rattaché à la Renaissance, qui meurt d'ailleurs en 1590, mais qui, dans ses écrits, La Semaine, entre autres, anticipe beaucoup, ou enfin, est déjà les deux pieds dans le baroque, là. Même si notre chronologie nous fait débuter en 1600, il faut voir les manifestations chez Bartas, du Bartas de l'esthétique baroque qui sont déjà très, très saillantes, déjà indéniables. Vous avez Tristan l'Hermite, un poète qui vit de 1601 à 1655, Jean de Rotrou, un dramaturge. Vous avez aussi Mathurin Régnier, Théophile de Viau, un poète qui se distingue aussi comme un romancier d'inspiration réaliste. Il est l'auteur des fragments d'une histoire comique publiée en 1623. Vous avez Antoine Girard de Saint-Amand, un poète étonnant qui compose des poèmes d'amour, assez raffinés d'ailleurs, et d'autres qui célèbrent les beautés de la nature, les plaisirs de la chair, de la table, du vin. C'est assez libertin, je dirais, et c'est drôlement sympathique, peut-être pour cette raison. Vous avez un certain Cyrano de Bergerac, que vous connaissez sans doute, même si votre Cyrano est probablement celui de Rostand, plutôt que le vrai Cyrano du XVIIe siècle. Il n'y a pas grand-chose en commun entre les deux. Rostand a imaginé un Cyrano vraiment hors du commun, une espèce de super-héros là, formidable. Ce n'est pas exactement l'aventurier qu'était Cyrano de Bergerac, le vrai, le personnage historique. Et même s'il y a beaucoup d'éléments de l'œuvre de Cyrano de Bergerac qui se retrouvent dans Edmond Rostand, il ne faut pas confondre les deux. Alors, ça peut être mêlant des fois, là, et ça peut être tentant d'assimiler les deux personnages parce que les deux se caractérisaient notamment par la taille de leur nez. Ici, la gravure ne fait pas justice. Là. Le nez de Cyrano est encore plus saillant que ça. Et par certains traits aussi.
Quoique le Cyrano historique, dit-on, était homosexuel. Donc, pour l'histoire avec Roxane et Christian, on repassera. Il se serait davantage intéressé à Christian qu'à Roxane, j'imagine. Alors, il y a Paul Scarron aussi qui va nous signer un roman très important, enfin, un récit parodique, le Virgile travesti. Il va entreprendre d'écrire une parodie de l'Énéide, ce qui est assez iconoclaste dans une époque qui valorisait beaucoup les canons. Il est aussi l'auteur du roman comique. Vous avez Charles Sorel, dont on va parler aussi dans les prochaines minutes, qui est l'auteur de la fameuse histoire comique du Francion et qui annonçait déjà le roman tel que pratiqué par Paul Scarron, c'est-à-dire ce roman satirique, burlesque, qui caractérise le style de Scarron. Alors, Cyrano Bergerac, c'est l'auteur notamment de L'autre monde ou Histoire comique des États et empires de la Lune, publié à titre posthume et qui mérite, qui vaut le détour, hein, parce qu'il imagine un voyage sur la Lune, il s'imagine comment se rendre sur la Lune, il essaie différents procédés, il parvient finalement grâce à des fusées. Et c'est du délire complètement fou, complètement burlesque et absolument délicieux. Il y a un peu de ça dans la pièce de Rostand où, à un moment donné, il se met à imaginer « Je reviens de la Lune, j'ai vu des créatures extraordinaires » et il essaie de retarder un petit peu l'avancée de Guiche parce qu'il veut permettre le mariage de Christian et de Roxane. Alors, vous avez donc ce premier volet, le courant baroque, qui est terminé. On va passer au deuxième point, le temps des poètes, et on retrouve notre château de Vaux-le-Vicomte sous une perspective un peu différente. On s'est rapproché, vous voyez, et vous reconnaissez peut-être des éléments de baroque, certainement un peu plus de courbure et une certaine ampleur de la construction. Là, on ne voit pas tout, mais il y a les jardins derrière ça qui sont de toute beauté et aussi qui avaient suscité la jalousie, l'envie de Louis XIV. Il y a l'eau autour. Vraiment, c'est un château impressionnant, là, et qu'un homme ait pu cumuler autant de richesses. Il y avait de quoi s'alarmer, s'étonner, s'inquiéter. Donc, on laisse de côté le courant baroque momentanément, mais en fait, c'est pour le retrouver sous d'autres formes à travers l'œuvre des uns et des autres. Et on va parler de ce deuxième point, le temps des poètes. Donc, alors, on constate un net déclin de la poésie française après la Pléiade, en 1500, la période 1550-1575, qui correspond à l'émergence de la Pléiade. Vous vous souvenez, si vous avez suivi le cours à l'automne avec moi, du manifeste de la Pléiade, de défense et illustration de la langue française, de l'école formée autour de Ronsard et du Bellay, de la Brigade, qui s'est appelée ensuite Pléiade, et de ce mouvement très important qui a valorisé la poésie française et la langue française. Eh bien, après ça, il y a eu un essoufflement. Il faut dire qu'ils ont brillé de tout leur feu, ces jeunes de la génération de la Pléiade, et c'est comme s'ils avaient épuisé tous les possibles et qu'on avait le sentiment qu'on ne pouvait pas faire mieux après eux. Heureusement, il y a une renaissance qui intervient au début du 17e siècle, de la pratique poétique. Et si on s'est arrêté d'écrire des poèmes, ou on a l'impression en tout cas qu'on en écrivait beaucoup moins, c'est peut-être aussi parce que ça allait mal au pays, parce qu'on était en proie à des guerres sans fin et qu'on n'avait pas l'esprit de poétiser vraiment dans ce contexte. Alors, les troubles politiques, religieux, la guerre civile, notamment, et aussi les guerres étrangères, parce qu'il y avait ça avec quoi on devait composer aussi, n'étaient guère de nature à faciliter l'activité poétique. On peut le comprendre. Au contraire, les premières décennies du 17e siècle vont voir en la matière une seconde renaissance. Donc, dès 1598, la nouvelle stabilité politique et sociale va amener l'aristocratie à réinventer une vie de loisirs mondains. Ces poètes sont venus des élites sociales pour la plupart. Ces nouveaux poètes sont des hommes cultivés, rien à voir avec les petits voyous de la fin du 16e siècle et des jeunes étudiants de la Pléiade, la première génération. La poésie est composée et considérée par eux comme un élégant loisir. C'est un divertissement. On n'a pas de prétention extravagante là, à être auteur
auteur et être connu pour son travail littéraire, mais c'est un divertissement galant, c'est une occupation noble pour des gens de la haute société qui, par ailleurs, sont fiers de ne pas se salir les mains, de ne pas travailler, donc ils ne veulent pas paraître besogneux, ils ne veulent pas paraître se prendre au sérieux. Alors, les nobles de haute extraction, comme Honoré d'Urfé, considèrent l'exercice de la poésie donc comme une activité distinguée de l'esprit, un loisir tout à fait agréable et qui nous permet de briller en société. Après ça, le plaisir, c'est de partager ça, d'écrire des textes, de les lire dans les salons, en société, de recevoir les commentaires, les félicitations, les compliments de tout le monde. Et c'est quelque chose de très commun. D'autres auteurs plus modestes, ils voient un moyen de parvenir. C'est une façon de se pousser à la cour aussi, parce que la cour apprécie beaucoup la littérature, la poésie en particulier, et c'est un moyen d'obtenir des faveurs, des charges, éventuellement des pensions. Parce que quand on est un poète compétent, bien, on peut attirer l'attention des puissants et devenir poète de cour, être pensionné, recevoir un salaire, donc pour pouvoir pratiquer son œuvre poétique. Alors ça ne concerne pas les nobles de haute extraction qui n'ont pas besoin de pension, sont déjà assez argentés comme ça, mais certains auteurs de revenus plus modestes, comme Théophile de Viau, vont pouvoir s'illustrer à travers leur ouvrage et attirer sur eux des pensions, le mécénat de l'époque. Alors, d'autres encore, comme Pierre Motin, Pierre Mathieu ou François Ménard, conçoivent la poésie comme une pieuse occupation ou une forme d'apostolat, en quelque sorte, de prosélytisme aussi. Alors, on peut, à travers sa poésie, tenter de prêcher la bonne parole. On peut tenter d'évangéliser. On peut tenter d'inviter les croyants à une pratique plus rigoureuse, plus disciplinée de la foi. Il y a des poèmes religieux qui abondent à l'époque. Ce n'est pas les plus beaux morceaux de la littérature française, mais c'est une mode importante qu'on ne saurait négliger, sous-estimer et dédaigner. Ils constituent, ces poètes, une communauté qui correspond entre elles. Ces gens s'écrivent constamment, font des réunions savantes, vont faire des réunions mondaines aussi, des salons, vont participer à des salons où ils vont apporter leurs textes nouvellement composés pour les lire devant tout le monde. Alors, c'est comme ça qu'ils reçoivent les commentaires, les suggestions, améliorent leur copie pour arriver à quelque chose de plus abouti. Et c'est une façon aussi de paver la voie à la publication, bien sûr, parce que là, on attire sur soi tous les regards. Les gens sont curieux, ils savent que ça fait un moment qu'on travaille sur notre recueil, et quand il part, quand il paraît, quand il est publié, ça permet une diffusion plus grande du livre, parce que l'auteur s'est établi, s'est présenté dans les salons, s'est fait connaître dans les salons, et on attend d'un pied ferme ses contributions, et on les lit d'autant plus volontiers. Deux poésies, au fond, rivalisent l'une avec l'autre, sans qu'on puisse parler de victoire définitive, sans qu'on puisse dire qu'il y en a une qui écrase l'autre définitivement. La première, la plus ancienne, est de tradition humaniste et on pourrait dire aussi pétrarchiste, ou encore ronsardienne ou italianisante, tous ces qualificatifs conviendraient, et se caractérise par certains traits stylistiques, thématiques, d'abord par les fastes de l'imaginaire, par la représentation fastueuse des fruits de l'imagination. C'est jamais simple. Ce qui est évoqué, c'est jamais une scène simplement bucolique, pastorale. C'est toujours extravagant, c'est toujours débordant d'action, c'est toujours dans la surenchère et plein de rebondissements. C'est aussi une poésie qui est marquée par les ivresses sensuelles. On perd la tête à cause du désir, à cause de la passion, mais aussi parfois on perd la tête à cause de l'angoisse, à cause de l'exaltation mystique. Quand je dis ivresse sensuelle, je pense aussi à la possibilité d'ivresse mystique.
il y a un rapport presque érotique parfois à la religion. Lisez Marguerite de Navarre, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Elle parle du Christ comme son époux et son désir de se confondre en lui est presque érotique, a des accents érotiques, en tout cas, dans le vocabulaire qu'elle utilise. Alors, il y a ça, une ivresse sensuelle, pieuse, morbide éventuellement, une complaisance à parler de la mort et tout ce qui caractérise, tout ce qui accompagne, qui est associé à la mort. Vous avez des images étonnantes. On veut surprendre, on veut déranger. On fait intervenir des choses hors du commun qu'on n'osait pas employer dans la poésie auparavant. La mort est un thème, est un thème qui est exploité depuis toujours, mais la morbidité, les cadavres, les tombeaux, un peu moins. Et là, on veut vous mettre ça en pleine face et vous confronter à la dure réalité de la mort, de la condition humaine aussi à travers ça. Vous avez une abondance, une profusion de métaphores, et notamment de métaphores filées, donc des métaphores qu'on développe sur un long segment, et pas seulement donc une petite métaphore ponctuelle. Ça s'étend parfois sur l'ensemble d'un texte et ça prend presque une visée allégorique. Alors, et vous avez présence d'énigmes, d'arabesques, des compositions en vague ou en spirale. On a l'impression que dans la construction même du poème, on joue avec le rythme, on joue avec la construction, avec la forme, de manière à suggérer la spirale, le retour, le mouvement circulaire. Et il y a toutes sortes d'artifices comme ça qui correspondent tout à fait à l'esthétique baroque. Alors, elle relève ces compositions, ces créations, tout à fait de la mentalité et de l'esthétique baroque. Le deuxième courant, si on veut, alors on a dit deux conceptions qui rivalisent l'une avec l'autre plutôt. La plus ancienne de tradition humaniste se caractérise par tout ça. Et puis l'autre, plus récente, on la présente à l'instant, elle est plus moderne, donc, et elle prétend rompre avec la tradition poétique qu'on vient d'évoquer. Alors, la plus moderne ne veut pas faire dans l'italianisant, le pétrarchisant, la poésie à la manière de Ronsard, veut rompre avec l'esthétique humaniste et rejette aussi les raffinements, les outrances et peut-être même les extravagances de la première. Alors, quand je disais que la poésie, enfin l'esthétique baroque portait en elle le germe du classicisme, c'est à ça que je pensais. C'est que dans ces contradictions internes du baroque, il y a effectivement ce mouvement qui rejette la construction sinueuse, les compositions en vague, en spirale, les arabesques, et qui a envie de la ligne droite, envie d'une démarche plus simple. D'une esthétique de raison, faite de clarté, de naturel et d'équilibre. Et là, vraiment, ce sont des termes qu'on associe plutôt à l'esthétique classique, justement. Alors, vous voyez comment, tranquillement, à l'intérieur même du mouvement baroque, il y a le classicisme qui se profile. Elle s'adresse, cette poésie, davantage à l'intelligence, au jugement, et moins au cœur et à l'âme. La poésie baroque voulait provoquer des émotions fortes en exaltant les passions, les tensions, l'horreur, la terreur et tout, alors que celle-là fait appel à l'intelligence, au jugement, à la raison, et donc nous mène ailleurs. Elle préfère les méditations philosophiques au choc sensible. Alors, les émotions, elle laisse ça aux autres. Il n'est pas question de parler du cœur et de ses tourments et de ses angoisses douloureuses qui procèdent d'amour, souvent. Il est question plutôt de philosopher, de raisonner, de réfléchir à la condition humaine, mais dans des termes beaucoup moins passionnés, beaucoup moins emportés. C'est beaucoup plus raisonnable comme approche. Elle aspire, cette poésie, et parvient déjà, donc, au classicisme. Alors, c'est le paradoxe de cette période où une esthétique en appelle une autre, finalement, qui peut sembler son contraire, mais pas tout à fait, comme on l'a dit déjà. Alors, s'il y a une évolution, s'il y a une certaine diversité, c'est dans la mesure où certains modèles d'écriture sont préférés à d'autres. Préférence de plus en plus marquée du siècle pour les formes strophiques, notamment aux vers variés, les genres courts,
tout ce qui confère musicalité, densité ou ingéniosité à l'œuvre. Ça aussi, c'est privilégié. Et les formes poétiques les plus utilisées au 17e siècle vont correspondre à ce qu'on va voir dans les prochaines diapositives, sont les suivantes. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve surtout dans les formes non strophiques? D'abord, l'élégie. C'est une forme qui est très pratiquée, c'est une espèce de lettre poétique, si on veut. C'est un poème lyrique spécialisé dans l'expression des sentiments mélancoliques. On pourrait dire ça, on pourrait dire qu'il est souvent question de la mort, de l'amour, de la vie, la mort, l'amour, les thèmes élégiaques par excellence, et du passage du temps, le carpe diem. Alors, ce sont des motifs qu'on retrouve systématiquement dans le genre élégiaque. L'élégie qui remonte au grec et qui désigne au sens étymologique le chant du deuil, alors qui exprime donc la souffrance du cœur endeuillé d'une façon ou d'une autre, le cœur qui est assujetti à la rupture, au délaissement, à toutes sortes de circonstances qui font qu'il va se plaindre, ce cœur. C'est une poésie plaintive. C'est un poème donc lyrique spécialisé dans l'expression de sentiments mélancoliques, provoqué par un amour malheureux souvent, mais susceptible aussi, avec Théophile de Viau, notamment, de développement philosophique. Alors, Théophile de Viau, lui, aime bien creuser la poésie dans une perspective plus méditative, plus contemplative, plus philosophique, et à cet égard, délaisse un peu l'exaltation sentimentale, l'effusion sentimentale qu'on peut voir ailleurs. Alors, vous avez donc ici un texte, on peut le lire rapidement pour se donner une idée. C'est assez joli et c'est assez simple. Clarisse, lorsque je songe en te voyant si belle, que ta vie est sujette à la loi naturelle et qu'à la fin les traits d'un visage si beau, avec tout leur éclat, iront dans le tombeau, sans espoir que la mort nous laisse en la pensée, aucun ressentiment de l'amitié passée, je suis tout rebuté de l'aise et du souci que nous fait le destin qui nous gouverne ici. Et tombant tout à coup dans la mélancolie, je commence à blâmer un peu notre folie et fais vœu de mon cœur de m'arracher un jour la chère rêverie où m'occupe l'amour. Alors, il voudrait pouvoir renoncer à l'amour et à la rêverie qui l'accompagne parce qu'il pense aux conséquences funestes du temps qui passe, de la mort qui nous guette, etc., etc. Alors, on est vraiment dans les motifs élégiaques par excellence. Alors, ça, c'est pour l'élégie. Vous avez aussi l'épître, qui est une forme pratiquée dans les formes non strophiques. L'épître, c'est une lettre en vers sur des sujets variés qui prend souvent aussi une forme élégiaque qui aborde les mêmes motifs. Donc, c'est une forme qui se confond parfois avec l'élégie. C'est donc consacré à différents sujets. Ce n'est pas limité au motif élégiaque et c'est ce qui la distingue. Une épître peut être satirique, par exemple, peut être un pamphlet, en quelque sorte, où on vilipende tantôt, je ne sais pas moi, Mazarin, tantôt Richelieu. Et là, vous en avez un exemple ici, sous la plume de Nicolas Boileau. « À quoi bon réveiller mes muses endormies pour tracer aux auteurs des règles ennemies? Penses-tu qu'aucun d'eux veuille subir mes lois, ni suivre une raison qui parle par ma voix? Oh, le plaisant docteur qui, sur les pas d'Horace, vient prêcher, diront-ils, la réforme au Parnasse. Nos écrits sont mauvais, les siens valent-ils mieux? J'entends déjà d'ici Linière furieux. » Alors, ça donne quelque chose d'assez préclassique, on dirait, parce que Nicolas Boileau est un des pères du classicisme, justement. Alors, déjà, il y a dans la mouvance baroque des éléments classiques qui se profilent. Vous avez... J'aurais une question. Allez-y. Oui, en fait, c'est plus une précision. Dans le fond, vous disiez que la forme plus ancienne de la poésie qui se rattache à l'humanisme, ça serait du classicisme, puis celle plus nouvelle, ça serait du baroque, même si leurs caractéristiques sont un peu opposées. Répétez ça. Je disais qu'au début, on parlait des deux formes de la poésie, la plus ancienne, la plus moderne. Oui. Puis, dans le fond, je voulais juste savoir La plus ancienne est plutôt baroque. C'est l'humaniste, okay. Oui, c'est ça. Qui est caractérisé par les phases de l'imaginaire, les ivresses sensuelles et tout. Là. Ça, c'est plutôt baroque. Et la plus moderne, elle est déjà les deux pieds dans le classicisme. Elle anticipe déjà la forme classique. Et ce qu'on vient de voir chez Boileau
Et chez Villot, c'est déjà assez classicisant, là, où enfin, on est proche de l'esthétique classique. On n'est pas dans le débordement, la surenchère. On est dans une expression assez simple, assez ordonnée, assez régulière. Et on voit donc que même si on est en train de parler de baroque et on est dans les pleins pieds dans la période baroque qu'on a définie comme étant celle qui va de 1600 à 1660, il y a néanmoins des textes qui vont à rebours. Et c'est ça que j'entends par contradiction du baroque. C'est cette posture un peu paradoxale où on retrouve des éléments du classicisme déjà. Alors, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ça, ce sont des illustrations donc, de cette tendance moderne, cette poésie moderne qui gravite et qui s'achemine vers le classicisme. Alors, on était donc dans l'hymne maintenant. L'hymne, c'est un poème chanté. Est-ce que j'avais... Oui, j'avais fini l'épître. L'hymne, c'est un poème chanté qui est souvent religieux. Alors, on avait des hymnes déjà chez les poètes humanistes à la Renaissance, mais les hymnes de l'époque sont plus volontiers tournés vers la religion. Veni Creator Spiritu, Esprit Saint, reçois notre hommage. C'est toi qui viens nous inspirer, puisque nos cœurs sont ton ouvrage. Ne les laisse pas s'égarer, toi le don de Dieu. Dieu toi-même, source inépuisable d'amour, feu divin, charité suprême, clarté plus vive que le jour. Alors là, on a cette exaltation religieuse qui est tout à fait caractéristique de Houdard de la Motte. Ils ont des noms charmants, les poètes de l'époque. Houdard de la Motte. C'est formidable. Vous avez ensuite, comme autre forme, on est toujours dans les formes non strophiques, le discours. C'est un morceau d'éloquence en vers, de caractère politique souvent, moralisateur aussi, parfois religieux, où on fait des leçons. Alors, ces poèmes, comme ceux de Jean de La Fontaine, où on peut tenir même un discours philosophique, voire scientifique. Mais comment le corps l'entend-il? C'est là le point. Je vois l'outil, obéir à la main, mais la main, qui la guide? Et qui guide les cieux et leur course rapide? Quelque ange est attaché peut-être à ces grands corps. Un esprit vit en nous et meut tous nos ressorts. L'impression se fait, le moyen, je l'ignore. On ne l'apprend qu'au sein de la divinité. Et s'il faut en parler avec sincérité, Descartes l'ignorait encore. Discours à Madame de la Sablière, 1678, et on conçoit bien que là, on est dans quelque chose qui relève davantage du traité scientifique ou en tout cas philosophique, où on réfléchit aux origines de tous ces phénomènes. Vous avez aussi, donc, dans les formes non strophiques, la satire, qui a été illustrée notamment par les poètes latins, les grands poètes satiriques latins, dont Horace, est un poème qui s'en prend donc aux individus, aux mœurs, aux vices, et on va satiriser à peu près tout le monde à l'époque, et toutes les autorités politiques vont faire l'objet de pamphlets, tôt ou tard. Un poème qui s'en prend donc à des individus, qui veut régler ses comptes, à toutes sortes de défauts qu'on va vouloir mettre en évidence, qu'on va vouloir condamner, stigmatiser, et qui n'hésite pas à nommer ses victimes. Alors, la satire, elle est souvent anonyme. L'auteur ne veut pas être reconnu, mais elle va interpeller des gens directement. Mazarin, par exemple, va faire l'objet de mazarinades, des satires qui s'en prennent à lui méchamment et à ses vices, à ses défauts et à tout ce qu'on peut lui reprocher. Vous avez parmi les poètes qui se sont illustrés dans le genre un certain Mathurin Régnier. Vous avez aussi des récits versifiés. Le récit versifié, ce sont de longs poèmes narratifs, de véritables épopées parfois, comme on en retrouve chez Agrippa d'Aubigné. Ce sont des poèmes d'inspiration tragique, pas tragique, mais pastorale plutôt, comme les tragiques de Agrippa d'Aubigné. Ce sont parfois des bergeries, des histoires donc, qui se déroulent dans la campagne avec des bergers, des bergères, ou des églogues qui mettent en scène donc des amours champêtres entre bergers et bergères. Ce sont parfois aussi des romans en vers, des récits d'aventure, des histoires fabuleuses, des histoires mythologiques. On retrouve toutes sortes de choses dans ces récits versifiés. C'est un récit à proprement parler, c'est juste qu'on l'écrit sous forme de vers.
C'est quelque chose qu'on a fait à travers l'histoire. Bien sûr, le roman, avant d'être en prose, a été en vers. Et puis, par la suite, on a pris l'habitude de l'écrire en prose. Mais il y a eu un retour au récit versifié qui est inspiré, bien sûr, par les grands textes épiques de Virgile, comme l'Énéide notamment, et aussi Homère. Vous avez des poèmes didactiques aussi qui prennent la forme de récits versifiés. Ça peut être une forme intéressante pour édifier, instruire, expliquer toutes sortes de choses. Tous ces gens peuvent aussi revêtir cependant une forme strophique. Et on a un certain nombre de poèmes qui vont être constitués de paragraphes réguliers, les formes strophiques. Elles combinent maître et rime de diverses façons, comme le sonnet. Alors, le sonnet est un poème de 14 vers, vous le savez, qui est constitué de 2 strophes de 2 quatrains à rime embrassée, la plupart du temps, A, B, B, A, avec 2 tercets qui peuvent correspondre à différents schémas de rime. Parfois, c'est C, C, D, E, E, D ou E, D, E, ça peut varier, qui est emprunté à Pétrarque. C'est le modèle qu'on a reproduit à la Renaissance au 16e siècle à travers toutes les imitations, et notamment le travail de la Pléiade. D'inspiration surtout amoureuse, presque toujours il est question d'amour, mais aussi satirique parfois. Parfois philosophique aussi. C'est un genre tout à fait florissant, le sonnet. Et parmi ceux qui se sont illustrés dans cette forme, il y a Tristan l'Hermite. Alors, on a un très beau poème ici, un très beau sonnet de Tristan l'Hermite. Venir à la clarté, sans force et sans adresse, et n'ayant fait longtemps que dormir et manger. Souffrir 1000 rigueurs d'un secours étranger, pour quitter l'ignorance en quittant la faiblesse. Après servir longtemps une ingrate maîtresse, qu'on ne peut acquérir, qu'on ne peut obliger, ou qui, de naturel inconstant et léger, donne fort peu de joie et beaucoup de tristesse. Cabaler dans la cour, puis devenu grison, se retirer du bruit, attendre en sa maison, ce qu'ont nos derniers ans de mots inévitables, c'est l'heureux sort de l'homme. Oh, misérable sort! Tous ces attachements sont-ils considérables pour aimer tant la vie et craindre tant la mort? Bon, c'est un petit peu désespérant, mais c'est fort joli néanmoins. Alors, vous avez le sonnet, c'est une forme que vous connaissez, je ne vais pas m'étendre davantage, c'est assez familier. Vous avez les stances. Alors, c'est intéressant, on en retrouve notamment dans le site de Corneille, les fameuses stances de Rodrigue. Ce sont des poèmes lyriques, en fait, composés d'un certain nombre de strophes identiques, au maître varié, cependant. Alors, vous pouvez avoir un alexandrin qui est suivi d'un vers de 6 syllabes et retour alexandrin, puis il y a alternance. Vous pouvez passer au décasyllabe, vous pouvez passer à l'octosyllabe. Il y a une variation dans la métrique qui est tout à fait intéressante et qui caractérise donc les stances. D'inspiration souvent grave. Quand on écrit des stances, ce n'est pas pour parler de badinerie, de sujets légers. C'est souvent grave. Ce sont souvent des paraphrases de textes religieux, des psaumes, par exemple, des consolations, et parfois aussi sur des sujets amoureux. Ici, vous avez un texte qui a été mis en musique par Georges Brassens. C'est dommage que je ne puisse pas vous le faire entendre parce que c'est tout à fait charmant. C'est un texte que Pierre Corneille aurait écrit à une dame qui aurait ri de lui, qui se serait moquée de lui pour ses traits un peu vieillis, ridés. Et il lui fait la leçon à la petite marquise en lui disant « Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. » Alors, petite leçon à la belle qui s'imagine pour toujours jeune et attirante, mais ce n'est pas forcément le cas. Lui rappelle Corneille, un jour aussi, le cours des planètes va faire en sorte que vous allez vieillir et avoir l'air de ce que j'ai. Il y a une strophe qui a été ajoutée par la suite. On ne sait pas si c'est apocryphe ou si c'est vraiment la réponse de Marquise. Marquise aurait répondu « Peut-être que je serai vieille », répond donc Marquise à Corneille, mais en attendant, j'ai 26 ans, m'ont vu Corneille, en attendant,
et je t'emmerde. C'est ça. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. C'est ce qu'elle lui répond. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. Alors, c'est de bonne guerre et c'est tout à fait dans l'esprit des moqueries du 17e siècle. On aime bien s'envoyer des traits comme ça. Vous avez l'Ode. C'est un poème qui est particulièrement lyrique, emprunté par les poètes de la Pléiade aux Grecs. Ce sont eux qui ont voulu, à l'image de Pindare, pindariser à leur tour, à travers cette forme qui était pratiquée donc par Pindare à l'époque de la Grèce antique. Au sens étymologique, une ode, c'est un chant, en fait, un chant particulièrement lyrique, formellement très proche des stances. On distinguait seulement, d'après les thèmes, l'ode héroïque, qui était fait à la louange des grands, par exemple, au style oratoire, volontiers mythologique, de l'ode légère, qui, elle, chantait plutôt l'amour, le plaisir de la vie, de l'ode religieuse, qui, bien sûr, abordait les enjeux sacrés, l'ode descriptive, d'autres exprimant des sentiments personnels, etc. Il y avait différentes formes de chants, plus ou moins soutenus, plus ou moins élaborés. Vous avez par ailleurs la chanson, qui fait partie des formes strophiques, qui est un poème de circonstance, enfin un poème analogue aux stances plutôt, mais plus léger du point de vue de la forme, mais d'une veine plus mièvre, plus fantaisiste, plus légère certainement. Alors ça donne des choses tout à fait charmantes, comme cette chanson de Jean-François Sarrazin. J'ai demandé dans ce bois solitaire à cette voix qui ne saurait se taire comment finir mon déplaisir extrême. Et cette voix me répond toujours « aime ». Alors, c'est Écho, bien sûr, la nymphe, qui ne peut parler autrement qu'en répétant les derniers mots qu'elle a entendus. Alors, il faut s'imaginer le poète qui se rend dans les bois et qui crie un peu son désarroi et qui dit « Comment finir mon déplaisir extrême ?» Et l'écho lui répond « Aime ». Parce que c'est le dernier son, bien sûr, qui se reflète, qui est répercuté par l'écho. Comment veut-elle, au mal qui me possède, que ma douleur me serve de remède? Je meurs, aimant Phyllis plus que moi-même, et pour guérir, l'écho me répond « aime ». Alors, on imagine le poète qui crie « Je meurs, aimant Phyllis plus que moi-même ». Et que lui répond l'écho? L'écho lui dit que la solution, c'est d'aimer, en fait, c'est aime. Mais bien plutôt Phyllis, moins inhumaine, par son amour récompensant ma peine, mettra son cœur dans sa gloire suprême. Et c'est pourquoi l'écho me répond aime. Et c'est le son qui revient comme ça. C'est tout à fait charmant. Petite chanson légère de Jean-François Sarrazin. Vous avez aussi, et c'est plus sérieux, le cantique, variété religieuse de la chanson. J'ai n'ai pas la diapositive pour le cantique. C'est pas grave. Il y a donc une sous-espèce de la chanson qui a trait à la religion. La plupart de ces formes ont été souvent pratiquées par les poètes de la Pléiade déjà, l'ode, la chanson, le cantique, mais c'est encore très, très présent, très pratiqué au XVIIe siècle, à l'époque baroque. Donc, alors, vous avez par ailleurs les genres courts. Et parmi les premiers, en importance, l'épigramme, qui est un bref poème qui se termine avec une pointe, d'ordinaire satirique. On veut piquer, on veut ridiculiser à travers ça. Ces genres courts accueillent un peu tous les sujets, tous les tons, et valent surtout par leur densité. L'épigramme, donc emprunté au grec, est ce bref poème qui se termine par une pointe. Après une vie éclatante, la pucelle fut autrefois, il s'agit de Jeanne d'Arc, bien sûr, condamnée au feu l'anglais. L'anglais l'avait condamnée au feu. La syntaxe est un peu tordue ici. Quoiqu'elle fût très innocente, mais celle qu'on voit depuis peu mérite justement le feu. Alors là, il y a une pointe qui est adressée à une contemporaine qui n'est pas précisée ici, mais en voici une qui, elle, mériterait vraiment d'aller sur le bûcher. Si Jeanne la Pucelle ne méritait pas son sort, il y en a une qui, elle, le mérite tout à fait. Alors, voyez comment on peut jouer avec ça. C'est une forme qu'on retrouvait aussi dans l'Antiquité chez les poètes latins et grecs. Vous avez l'épitaphe, un poème très spécialisé, destiné à servir d'inscription funéraire.
Alors, ce n'est pas tout le monde qui se lance là-dedans, mais c'est un genre assez sympathique qui nous vient du mot grec. Là, épitaphe renvoie donc au grec. Et c'est un court poème destiné à servir d'inscription funéraire. Donc, et vous avez un exemple ici de François Ménard. Si J. Paul, qui baissait les yeux à la rencontre des gens sobres et qui priait toujours les cieux, que l'année eut plusieurs octobres. Ce grand pilier de cabaret, avec un hareng serait, humait des bouteilles sans nombre, passant, qui t'est ici porté, sache qu'il voudrait que son ombre eût de quoi boire à ta santé. Ben voilà une épitaphe que je ne rougirais pas d'avoir sur ma propre tombe. Je trouve ça sympathique, cette idée de faire l'éloge de l'ivrogne qui humait des bouteilles sans nombre et qu'il voudrait pouvoir boire encore à la santé des passants qui viennent sur sa tombe, se recueillir sur sa tombe. Vous avez le madrigal, enfin, qui est un bref compliment en vers, tendre et galant. C'est adressé à une dame la plupart du temps, sans aucune loi de rime ni de rythme. Il vaut surtout pour son ingéniosité. On essaie de lui donner une tournure galante, sophistiquée, voire précieuse. Et une des expertes en la matière, c'est la précieuse en chef, Mademoiselle de Scudéry. Alors, quand on va parler de préciosité, vous allez voir qu'elle avait l'esprit assez précieux, en effet. Accordez-moi le privilège d'approcher de ce front de neige. Et si je suis placé comme il est à propos, auprès de ces soleils que le soleil seconde, je leur donnerai le repos, qu'ils dérobent à tout le monde. Alors, c'est assez emphatique et lourd et pesant, mais c'est tout à fait caractéristique de cette poésie. On enchaîne avec la troisième et dernière partie. Il y a de l'espoir. On a quand même déjà pas mal de choses de vues. Et on va terminer sur l'âge du roman. Nous voici donc à l'intérieur, cette fois, de Vaux-le-Vicomte. C'est la porte d'entrée. Quand on voit la coupole de l'extérieur, là, qui correspond là, à l'élément plus baroque au niveau de l'architecture, bien, voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors, quand je vous parlais de fioritures, de courbes, de garnitures, d'excès dans la décoration, regardez un peu le détail, c'est vraiment très opulent. Et c'est rien encore. Là, si on pénètre plus loin et on va visiter les différentes pièces du château, c'est encore plus orné que ça, c'est encore plus bigarré. C'est vraiment un chef-d'œuvre de l'expression baroque, des premiers temps du baroque. Et on comprend que ça l'a beaucoup influencé Louis XIV dans ses choix pour Versailles. Il a voulu que Le Vau reproduise le même modèle, mais en le développant, en enrichissant, en développant davantage. Alors, on est donc à ce troisième et dernier point, l'âge d'or du roman, et on commence avec cette définition de Pierre Huet sur le traité sur l'origine des romans. Le roman, ça désigne finalement ces histoires feintes d'aventures amoureuses écrites en prose avec art pour le plaisir et l'instruction des lecteurs. Alors, pour Huet, un roman, c'est nécessairement une histoire feinte, une fiction, donc, d'aventures amoureuses. Pour lui, c'est clair. Un roman, ça met toujours en scène des amoureux. Et on ne peut pas lui donner tort à la lecture des romans contemporains. Effectivement, il est presque toujours question d'amour, sans en faire nécessairement l'objet premier de l'intrigue. Il reste que c'est omniprésent et on n'y échappe pas. Ça correspond à un goût, à une sensibilité du temps qui est manifeste partout. Alors, cette appellation est un peu restrictive, on est d'accord, mais c'est celle qui vaut à l'époque. Alors, on va regarder ensemble un certain nombre de caractéristiques de cette production romanesque, de cet âge d'or du roman, et se demander pourquoi c'est justement un âge d'or. On va voir un ensemble de traits que l'on peut rattacher à la mentalité et à l'esthétique baroque, et notamment à travers l'œuvre d'un certain Marin, le roi de Gomberville, qui est l'auteur d'un roman fleuve qui a été un grand succès de l'époque, grand succès de librairie,
qui s'appelle Polexandre. Et c'est un roman d'aventure vraiment trépidant, un roman picaresque où on change de pays, où on change constamment de costume aussi, on se déguise, où il y a des enlèvements, il y a des rebondissements à n'en plus finir. On est sur les mers, on est en Afrique, on est dans les colonies. Vraiment, on se promène partout et c'est vraiment quelque chose qui va fasciner les contemporains. On va embarquer là-dedans comme dans les romances arthuriennes. Ça va se vendre comme des petits pains chauds. C'est un des grands succès de librairie du 17e siècle, même si aujourd'hui, c'est considéré comme à peu près illisible. Il faut être vraiment très motivé ou être un chercheur universitaire en mal d'originalité pour se pencher sur des romans aussi longs et aussi tumultueux. Ça va dans tous les sens. Et Paul-Alexandre n'est pas le pire. Marin Leroy de Gomberville n'a pas été le plus prolixe. Il y a des gens qui ont fait plus long encore. Alors, vous avez affaire dans ces romans donc à des histoires longues et touffues qui s'étendent toujours sur plusieurs tomes. On finit jamais l'histoire avec le premier roman. Il faut qu'il y en ait nécessairement plusieurs, qu'il y ait une suite. Et vous avez des histoires longues et touffues qui n'en finissent plus de finir, donc, où on retrouve parfois toutes sortes de péripéties. Le récit principal va être morcelé par d'autres récits. Alors, le récit principal, on le perd de vue à un moment donné. L'intrigue principale, on la perd de vue. On introduit des récits secondaires, des récits tiroirs. C'est comme si on ouvrait un tiroir pour sortir une autre histoire. Et on sort du cadre premier de l'intrigue initiale pour entrer dans une autre intrigue qui nous fait perdre de vue l'intrigue principale pour y revenir par après, et puis repartir encore dans un autre récit tiroir qui désoriente le lecteur contemporain. On n'est plus habitué à ça. Il y a un peu de ça dans La princesse de Clèves. C'est un roman à tiroir où on commence une anecdote. Là, on a l'impression, OK, ça, est-ce que c'est lié à l'intrigue principale? Et là, on embarque et on suit. Et là, on se rend compte, non, ce n'est pas du tout lié à l'intrigue principale. On pourrait enlever ce récit-là complètement du roman et il tiendrait parfaitement. Et il y en a plein d'histoires comme ça. C'est des potins, c'est des anecdotes. Je vais vous expliquer comment le vidame de Chartres en est venu à avoir des mauvais rapports avec tel autre personnage. Alors, on se rend compte que tout ça, ça vient étoffer la narration, mais ce n'est pas nécessairement utile chaque fois. Et vous en avez des exemples innombrables, des illustrations chez Gauthier de Coste de la calpronède, dont je vous fournis un truc mnémotechnique pour vous rappeler le nom. Pensez à un bateau qui coule, la cale prenait de l'eau, la cale prenède. OK, bon, c'est le genre de jeu de mots qui m'amuse, mais pas tout le monde. Alors, la Calpronède, Cassandre, en 10 volumes, c'est quand même considérable, c'est un roman fleuve, s'il en est. Cléopâtre, en 12 volumes, et Pharamond. Alors, il a le goût de l'histoire, il nous raconte des récits qui se situent dans l'Antiquité avec Cléopâtre. Pharamond, c'est en France, mais c'est à l'époque des rois mérovingiens. Et donc, on est dans le roman historique et ça nous amène ailleurs. On a le goût d'évasion, on a le goût de se changer les idées, de changer de cadre, et c'est ce que permet notamment ce roman d'aventure. Vous avez présence de changement de point de vue. Il y a beaucoup de ramifications dans ces histoires qui font que souvent, on va changer d'instance énonciative. Alors, vous avez parfois un narrateur omniscient qui va céder la parole à un personnage et donc à une narration homodiégétique. Et là, ce personnage-là va céder la parole à un autre narrateur homodiégétique qui fait qu'on perd de fil qui est l'instance énonciative première là-dedans. Et parfois, on ne revient même pas au narrateur omniscient. On passe d'un narrateur à l'autre et on est un peu perdu. Alors, il y a des changements de point de vue et ça a trait à ces histoires, ces récits en tiroir là, que j'évoquais tout à l'heure, notamment. Vous avez Honoré d'Urfé qui abonde comme ça dans les changements de perspective, dans son poème pastoral, L'Astrée, qui raconte les amours de deux bergers au 5e siècle. Le personnage de Célodon et L'Astrée, à proprement parler. Vous avez aussi, comme autre caractéristique, les perspectives temporelles
Alors, on va introduire des jeux de temporalité, c'est-à-dire que plutôt que de parler de l'époque contemporaine et risquer de s'aliéner les puissants, et notamment pour évoquer les circonstances de la Fronde. Vous savez comment les princes ont bravé l'autorité royale jusqu'à menacer même la vie, l'existence de Louis XIV. Mademoiselle de Scudéry va entreprendre dans Artamène ou le Grand Cyrus de raconter la Fronde, mais dans un cadre qui simule les circonstances et les personnages. C'est un roman à clé, en quelque sorte, où on reconnaît tantôt le Grand Condé, Turenne, des figures de conjurés qui sont reconnaissables pour les contemporains, mais en même temps assez simulées sous le prétexte historique pour qu'on soit floué dans la temporalité. Ça se situe dans la Grèce antique avec Sappho, Cyrus et les autres. Alors, c'est quand même un cadre qui est loin de la France du 17e siècle. On ne peut pas reprocher à Mademoiselle Scudéry de vouloir justifier qui que ce soit dans le contexte contemporain, mais en fait, c'est ce qu'elle essaie de faire à travers cette histoire. Donc, on joue avec les perspectives temporelles. On se rend compte que parler du passé, des fois, nous permet de parler aussi du présent et de façon encore plus intéressante. Vous avez beaucoup de répétitions, beaucoup d'inversions de motifs. Pensez par exemple à Cyrano de Bergerac qui nous signe les États et empires de la Lune, d'abord, son premier récit, où il nous raconte un voyage sur la Lune qu'il aurait fait, et après ça, il nous raconte un autre voyage qu'il a fait sur le Soleil. Alors, on pourrait lui reprocher d'avoir manqué d'imagination. C'est un peu nous raconter la même histoire, et effectivement, le récit répète beaucoup le cadre précédent. Les enjeux de l'intrigue sont assez similaires. Alors, il y a beaucoup de répétitions, mais en même temps, inversion, c'est-à-dire que là, ce n'est pas la Lune, c'est le Soleil, et on va lui faire son procès sur le Soleil. Les oiseaux vont lui reprocher de faire partie de cette espèce monstrueuse qui est l'homme. Et on va vouloir le condamner pour les péchés commis par les autres hommes. Beaucoup de situations, donc, qui permettent un jeu de réflexion, de reflet aussi sur la société contemporaine, bien sûr, à travers ça. La vie des personnages est souvent soumise à l'instabilité et aux caprices de la fortune. Vous avez des fausses identités, beaucoup de quiproquos, de malentendus, des gens déguisés. Tous les princes dans Paul Alexandre se sont déguisés à un moment donné ou à un autre et apparaissent et se dévoilent. Vous pensiez que c'était un esclave qui vous parlait, mais non, c'est moi, le prince, etc., etc. Et il y a toujours des coups de théâtre comme ça, tellement qu'on les voit venir à un moment donné. Là, bon, c'est encore quelqu'un de déguisé, là, qui sont autant de manifestations de ce goût pour la métamorphose, pour les déguisements que j'évoquais tout à l'heure, qui sont caractéristiques de l'esthétique baroque. Vous avez aussi la vie des personnages qui est soumise, alors je ne sais pas si je vais passer un peu vite sur celle-là, répétition, inversion, je l'avais fait. Vous avez la vie des personnages qui est soumise à l'instabilité, aux caprices de la fortune. Vous avez, donc c'est ça, une histoire comme la vraie histoire comique de Francion, qui est un roman de Charles Sorel, un roman initiatique qui nous raconte comment Francion va chercher l'amour, d'abord à travers l'amour physique, mais éventuellement un amour idéalisé, un amour qui est celui un peu moins préoccupé des plaisirs de la chair. Alors, tout ça est assez licencieux et il suffit de consulter les gravures qui ont illustré le roman à travers l'époque pour se rendre compte que c'était, oui, érotique à certains égards, mais en même temps comique, drôle aussi, quelque chose de sympathique dans ces pérégrinations du héros Francion, donc de Charles Sorel. Vous avez également des romans à caractère spectaculaire, des romans spectacles recherchant les scènes pompeuses, dramatiques, surprenantes, qui multiplient les descriptions, qui vont être pleines de statues. On évoque des statues, des sculptures, des tableaux qu'on va donner à voir, à se représenter par des hypotyposes. Ce procédé rhétorique qui consiste à donner à voir à travers le langage
par le pouvoir de la condensation des images, des représentations de statues, de sculptures, de tableaux, qui vont rechercher des scènes pompeuses, dramatiques, surprenantes, donc donnant à voir autant qu'à lire. Vous avez le berger extravagant qui pourrait illustrer le genre, si ce n'est que lui donne dans la parodie, c'est l'histoire d'un type qui a trop lu de bergerie, de roman pastoral et qui a l'esprit perturbé un peu comme Don Quichotte par ses lectures et qui va chercher à devenir berger à son tour et diriger les moutons, mais à Paris. Alors, ce n'est pas la campagne. Sur le bord de la Seine, il s'installe comme ça. Il fait un très mauvais mariage. En tout cas, c'est une histoire complètement burlesque. On est dans la surenchère ici du burlesque. Vous avez... Et le burlesque fait partie du baroque. C'est une manifestation de l'esprit baroque dans la surenchère comique. Vous avez une prédilection des auteurs pour la violence, l'horreur, l'érotisme, qui est très sensible. J'évoquais des passages érotiques chez Gomberville notamment. Vous en avez aussi chez Sorel. Et ça peut surprendre parce qu'on s'imagine l'époque comme étant, pour toutes sortes de raisons, assez guindée. On pense aux Précieuses. Mais lisez La Fontaine. Pas La Fontaine des fables, La Fontaine des amours de Cupidon et Psyché. Et vous allez vous rendre compte, et d'ailleurs, il ne faut pas faire l'erreur d'acheter un truc à la librairie. « Ah, je vais lire ça aux enfants, c'est du La Fontaine, c'est bon ça. » Et vous lisez Les amours de Psyché et de Cupidon, et c'est parfaitement érotique. Et vos enfants vont être traumatisés. Vous allez avoir beaucoup de choses à leur expliquer. Alors, il faut savoir qu'il y a une licence certaine à l'époque, et même chez les grands auteurs classiques, même chez un Jean de La Fontaine, on a des scènes tout à fait licencieuses, érotiques, qui abondent. Alors, vous avez une certaine prédilection, donc, des auteurs pour la violence, l'érotisme, l'horreur, qui va éventuellement mener à un braquage. Les classiques vont rejeter tout ça comme étant impudique. On représentait dans les pièces de théâtre la mort sur scène, les cadavres étaient montrés. Le classicisme va vouloir rompre avec ça. Il trouve que c'est indécent. Et au nom de la bienséance, on va interdire tout ça bientôt. Mais pour l'instant, la violence, l'horreur, l'érotisme trouvent à s'exprimer dans les productions littéraires de l'époque, dans les romans. Et c'est notamment le cas dans François de Rosset, Histoire tragique de notre temps, qui date de 1621. Vous avez deux modes d'évasion. Deux façons de tenir à distance la réalité qu'on trouve ennuyeuse à l'époque, j'imagine, avec d'une part l'idéalisation raffinée et la déformation grotesque. On pourrait les opposer tout en insistant pour dire qu'elles se complètent en même temps ou s'équilibrent plutôt que se contredisent tout à fait. Vous avez l'émergence progressive dans la fiction romanesque de deux sortes de réalités. L'une est affective et conduit le roman mondain vers l'analyse psychologique. Alors, on va être assez étonné, lisant, par exemple, Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, de voir les passages d'analyse psychologique. C'est vraiment étonnant de modernité d'aller si profond dans l'intimité des pensées du personnage et de nous montrer ses motivations, de nous montrer ses déchirements et de la rendre si vraisemblable parce que Madame de Clèves, la princesse de Clèves, vraiment, ce n'est pas qu'une créature de papier, c'est une femme pleine et entière qu'on a su incarner à travers le langage. Et c'est assez impressionnant là, à quel point on est allé loin dans l'analyse psychologique et aussi sociale par ailleurs. Alors, l'une affective qui conduit le roman mondain vers l'analyse psychologique et l'autre sociale, donc, qui infléchit le roman bourgeois vers l'observation des mœurs. Alors, vous avez aussi des romans qui se préoccupent davantage des mœurs, d'être des chroniques, des miroirs des mœurs du temps. Et ces deux tendances, ces deux réalités s'entrecroisent un peu partout. Alors, dans un cas comme dans l'autre, le roman tend à une certaine vérité. On n'est pas dans la fiction la plus folle, la plus débridée. Et l'époque Louis XIII voit renaître, après la vogue de l'idéalisme pastoral qu'on a connu avec l'Astrée d'Honoré d'Urfé et ce goût pour les romances sentimentales, le goût pour des aventures extraordinaires. À ces temps héroïques, il faut des romans héroïques. Et le terme recouvre deux catégories d'œuvres.
De 1625 à 1640, on pourrait dire qu'on dévore les romans d'aventure. C'est surtout cette forme qui prédomine. On dévore de manière générale les romans fleuves à la mode. Les romans précieux vont se faire, à un moment donné, l'instrument de l'éducation et de la culture des jeunes femmes notamment, qui apprennent à leur public à penser, à converser, à écrire et encore et toujours à aimer. Le roman précieux veut montrer comment se comporter de manière galante avec les dames notamment, et il y a une finalité pédagogique à tout ça. Mais en même temps, on cherche l'évasion. C'est plaire et divertir, et instruire, mais aussi divertir. Alors, deux catégories d'œuvres, donc 1625 à 1640, les romans d'aventure, et à partir de 1640, les romans historiques, dont aucun n'exclut tout à fait la manifestation de la préciosité. Alors, vous allez avoir dans ces romans d'aventure des passages précieux. Par exemple, Artamène ou le Grand Cyrus, à bien des égards, comporte des éléments de préciosité, même si c'est un roman historique à proprement parler. Alors, à partir de 1640, des romans historiques, donc aussi, qui sont désormais en vogue. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser tout d'un coup à l'histoire et ça va nous dépayser et ça va nous sembler encore plus exotique que toutes ces histoires à la Paul Alexandre qui nous amenaient aux quatre coins du monde. Là, on a envie d'évasion, mais à travers le temps plutôt qu'à travers l'espace géographique. Et parfois, on mêle les deux. Parfois, ça va être dans un autre pays à une autre époque aussi. Ça se peut, ça. Vous avez comme caractéristique du roman d'aventure un certain nombre de poncifs et d'artifices des romans précédents qui sont éternels, je dirais. On retrouve ça à plusieurs époques. Ça revient constamment. Des intrigues complexes avec des rebondissements nombreux. On a ça encore aujourd'hui. Vous avez un recours à l'expression hyperbolique. On exagère un petit peu dans ça, mais ça fait partie du sel de ces histoires. Ce qui rend ça sympathique, c'est que c'est exagéré, que c'est grossi, c'est démesuré. Alors, il n'y a pas de roman d'aventure sans démesure. Si on restait trop réaliste, ça ne serait pas aussi divertissant. Vous avez des héros idéalisés. C'est des gens qui sont hors de ce monde, hors du commun, vraiment des super-héros déjà avant la lettre. Vous avez un cadre souvent exotique. Dans le roman d'aventure, par définition, on sort du cadre contemporain, enfin pas du cadre contemporain, mais du cadre familier, ordinaire, parce que c'est ailleurs qu'on vit l'aventure. C'est toujours ailleurs, c'est toujours à l'extérieur de la ville, à l'extérieur du pays, à l'extérieur de ses frontières. C'est là que se trouve l'aventure véritablement. Et l'exotisme est un élément absolument incontournable. D'autre part, dans les caractéristiques du roman historique maintenant. Alors ça, c'est les caractéristiques du roman d'aventure. Si on regarde du côté du roman historique, ça donne ceci. Vous avez la vérité historique qui est présentée, mais embellie et arrangée de façon à paraître à la fois agréable et exemplaire. C'est-à-dire qu'on connaît bien l'histoire, on sait que les choses ne sont pas nécessairement passées ainsi toujours, mais on pense que c'est intéressant de récupérer certaines représentations de façon morale, de façon à donner des modèles pour la conduite. Alors, vous avez les valeurs préconisées qui sont celles de l'héroïsme guerrier, la vertu des combattants, le sens de l'honneur militaire, qui est encore sensible dans des pièces de théâtre comme celle de Corneille, où l'honneur vraiment est le maître mot. L'héroïsme guerrier vraiment est dominant dans le roman historique. Vous avez un certain conformisme psychologique. Les personnages sont à peu près des copies carbone les uns des autres et sont des héros modèles sans faille. Ça devient un peu agaçant par manque de réalisme, peut-être. L'important est de maintenir constamment le lecteur en haleine avec des rencontres imprévues, des fausses nouvelles, des quiproquos, des enlèvements, etc. Et comme dans l'épopée, les héros étaient souvent, dans ces histoires, des rois, des princes ou des chefs d'armée à la hauteur du rang
correspondait l'élévation des pensées et des sentiments, parce qu'à de telles personnes, à de gens de conséquences, on prête aussi des pensées de conséquences, d'importance. Il faut faire une place à part au roman précieux que l'illustre Sappho, c'est le nom qu'on lui donnait, c'était son surnom, c'était Mademoiselle de Scudéry, donc va publier sous le nom de son frère d'abord. Elle a écrit des romans en collaboration avec son frère, mais pour les faire passer, pour les faire vendre et pour qu'on les reçoive plus volontiers, au départ, elle les publie sous le nom de son frère Georges de Scudéry. Alors, quand paraît enfin Artamène ou le Grand Cyrus, dont je parlais un peu plus tôt, dont les 10 volumes vont paraître donc de 1649 à 1653 et qui constitue encore aujourd'hui le roman le plus long de l'histoire de la littérature française. C'est 13 000 pages. 13 000 pages, ce roman de Mademoiselle de Scudéry, tellement long qu'on n'ose plus l'éditer aujourd'hui. En fait, vous pouvez le lire version intégrale sur le web. C'est récent, c'est paru dans les dernières années. Mais avant ça, là, on n'a plus édité ce roman parce que c'est vraiment trop long. Il n'y a personne qui veut lire ça au complet, à moins d'être très motivé. On n'a plus la patience pour ça. Donc, 10 volumes qui paraissent de 1649 à 1653. Et aussi une autre histoire qui s'appelle Clélie, histoire romaine, qui est offerte aux lecteurs entre 1654 et 1660 et qui comporte aussi 10 volumes, mais qui n'est pas aussi longue que Artamène ou le Grand Cyrus. Vraiment le roman le plus long de l'histoire de la littérature française. C'est plus long que La Recherche du temps perdu, qui pourtant fait plusieurs pages. Je pense que c'est plus de 4000 pages dans une édition moyenne. Imaginez 13 000. Déjà, passer à travers Proust, ce n'est pas évident. Imaginez passer à travers Artamène ou le Grand Cyrus. Alors, on en vient donc au roman précieux, une catégorie à part, donc une place à part pour ce roman, qui n'est pas tout à fait un roman d'aventure, qui n'est pas tout à fait non plus un roman historique à proprement parler, même si parfois on va faire s'entrecroiser ces éléments, ces catégories historiques et aussi d'aventure. C'est un roman qui prenait l'amour comme la première des vertus, en fait, la seule capable d'élever l'individu au-dessus de lui-même et d'exalter ses qualités. Et vous ne serez pas surpris de savoir que parmi les partisans ou enfin les adeptes de ce mouvement précieux, il y a les femmes qui tiennent salon au milieu du siècle. On croise les noms de Mademoiselle de Scudéry, mais aussi d'une certaine Madame de Lafayette. Et il y a dans La Princesse de Clèves des éléments précieux, on pourrait dire, on ne dirait pas jusqu'à dire que c'est un roman précieux, mais il y a un goût pour la galanterie et une valorisation de la thématique amoureuse qui est à mettre en rapport, je pense, avec cette esthétique précieuse qui se développe à l'époque et qui est une manifestation du baroque. C'est juste un autre avatar, une autre incarnation, mais on est dans la surenchère encore. Et cette volonté de bien parler, de bien perler, de bien paraître est poussée à l'excès. Alors, on prend la vertu comme l'amour comme la première des vertus. On réclame l'émancipation de la femme, ça c'est assez audacieux. Et c'est en lien avec cet esprit des salons où les femmes reçoivent les gens de la haute société et entendent s'illustrer, ne veulent pas simplement servir de lieu d'hébergement, elles veulent aussi briller, elles veulent aussi participer à la vie créative et contribuer par leur effort littéraire, poétique, romanesque, à cette vie artistique très importante à l'époque. Alors, on réclame à travers ça l'émancipation de la femme, et ce sont des femmes qui le font la plupart du temps. On ne s'étonnera pas de savoir ça. On recommande la tolérance en matière de religion parce qu'on a vu les conséquences de ça. On connaît l'histoire et on sait que ça a mal tourné au 16e siècle, à la Renaissance. Alors, on sait qu'il y a des tensions encore très fortes, et notamment avec l'essor du jansénisme, dont on va parler au prochain cours. On va voir qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'installe où ceux qu'on craint le plus, ce ne sont plus les protestants, mais nos frères ennemis au sein même de la même religion, là, des gens qui partagent la même foi,
qui ont une compréhension, une lecture différente de certains éléments de doctrine qui font qu'ils se voient comme des rivaux, des ennemis même. Alors, elles, les précieuses, recommandaient la tolérance, notamment en matière de religion, à travers leurs œuvres. Ce sont des romans qui révèlent aussi les charmes de la sensibilité, de la spontanéité, de la rêverie. Alors, on n'est pas dans l'érotisme, on n'est pas dans les aventures, les tribulations amoureuses qu'on a pu voir chez un Charles Sorel, par exemple, la licence des mœurs, le libertinage. Au contraire, les femmes appellent à un idéal amoureux qui est beaucoup plus exigeant. On n'est pas un homme galant si on donne son cœur à toutes les femmes. On ne donne son cœur qu'à une femme qui devient l'élu de son cœur et à qui on doit vraiment fidélité et hommage, un peu sur le modèle de l'amour courtois qu'on reproduit à travers ça. Alors, c'est un roman, ce sont des romans qui sont marqués par cette sensibilité, par cette spontanéité, ce goût de spontanéité qui contraste avec le caractère absolument pas spontané de l'expression précieuse, où on dit les choses de manière détournée. Alors, quand on dit, par exemple, aujourd'hui communément, que les yeux sont le miroir de l'âme, c'est une expression précieuse. On en parlait comme ça. On ne parlait pas des yeux, on parlait des miroirs de l'âme. Quand on voulait parler du foyer, chez les précieux, on ne disait pas le foyer, c'est trop banal, c'est trop ordinaire. On disait l'antre de Vulcain, parce que c'était plus raffiné. Et quand on voulait parler des fauteuils, aller chercher les fauteuils, on disait de façon périphrastique, allez nous quérir les commodités de la conversation. Et un miroir n'était pas un miroir, c'était le conseiller des grâces. Alors, vous imaginez donc que cette expression précieuse ne laisse pas beaucoup de place à la spontanéité, mais on rêve de spontanéité, de l'expression de ces sentiments. On aimerait être capable d'exprimer spontanément ces sentiments. On est dans la rêverie, on est dans l'idéalisation et ça transparaît un peu partout. Alors, vous avez des formes dissidentes et notamment à travers des histoires comiques, il y a des gens qui vont s'amuser à parodier tout et le roman précieux et les romans d'aventure et les romans historiques aussi. Alors, vous avez quelqu'un comme Paul Scarron qui est connu pour avoir écrit notamment une parodie de l'Énéide, le Virgile travesti, et aussi pour avoir été le mari de Madame Scarron, qui devient Madame de Maintenon. Alors, on en a parlé déjà, il est connu pour cette association. Qui est un grand écrivain par ailleurs, qui souffrait d'un handicap sérieux, qui le gênait un peu, mais qui n'a pas empêché sa production vraiment considérable et estimable, et notamment l'écriture du roman comique. Alors, il écrit en réaction contre ses romans idéalistes, le roman comique en parodie souvent les effets. Il s'agit de rire un peu et de mon cœur de tout ça. Alors, ça ressemble parfois à la farce ou à ces contes à rire du Moyen Âge, ces fabliaux. Il y a quelque chose de burlesque, encore une fois, d'excessif, de gros rires gras, mais c'est tout à fait sympathique. Il choisit par ailleurs ce genre dissident d'être plutôt fidèle à la réalité contemporaine et de nous présenter plutôt que des épisodes historiques ou des cadres exotiques, un milieu bourgeois et populaire. Alors là, il y a un parti pris pour le réalisme, en fin de compte, même si on est dans la parodie, même si on est dans le rire, il y a un cadre qui est plus familier, plus ordinaire, volontiers contemporain, qui est celui du milieu bourgeois et populaire, qui fait qu'à un moment donné, ça pave la voie au roman réaliste parce qu'on ne représente plus des héros extravagants, extraordinaires, des grands princes, des rois et des seigneurs, mais monsieur, madame, tout le monde, des paysans, des petits bourgeois, dans des scènes vraiment qui nous situent dans une réalité plus proche du commun du quotidien communément prosaïque. Alors, on revendique le droit à la vérité des êtres et des choses, à la bassesse, au désir de parler de tout dans le roman. On n'est pas obligé de toujours parler de choses grandioses. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas parler de choses ordinaires aussi, voire de choses triviales?
Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas également raconter des histoires sans prétention, qui ne comportent pas des rebondissements et des intrigues farfelues? On peut, à travers un roman qui s'amuse à multiplier les railleries, aussi prétendre à un certain réalisme. Et vous voyez comment donc ce roman comique pave la voie au réalisme en littérature. Et c'est un roman qui se moque aussi de lui-même, qui sait rire de lui et qu'on crédite comme étant à l'origine donc des premiers anti-romans. Alors, vous allez voir que Jacques le Fataliste est un anti-roman. Eh bien, on s'y était déjà essayé à l'anti-roman dans le roman comique et notamment de Charles Sorel. Ce roman qui critique ses propres conventions, qui se moque de ses procédés et qui les met en évidence pour s'en amuser. Alors, il y a ça aussi dans le roman de l'époque. Bien, croyez-le ou non, on arrive au terme de ce marathon. Je ne croyais jamais en passer au travers avant 11 heures, mais on y est parvenu. Et voilà qu'il nous reste à conclure. Il ne reste plus qu'à conclure. On retrouve Vaux-le-Vicomte, mais le soir, avec un éclairage qui n'était bien sûr pas celui du 17e siècle, mais qu'on peut apprécier aujourd'hui. C'est magnifique. On fait souvent des spectacles son et lumière. Et si vous êtes chanceux et que vous êtes en France à ce moment-là, il faut réserver une place. Ça coûte la peau des fesses, bien sûr, mais ça vaut le détour. Il faut s'imaginer comment, par le passé, on tenait là des fêtes extravagantes. On a servi des banquets dans les jardins de Vaux-le-Vicomte. On a fait des feux d'artifice extravagants aussi et invité et reçu le roi à cette occasion. Donc, c'est quelque chose à faire si un jour vous allez de ce côté. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je vais interrompre ici l'enregistrement et vous inviter à ouvrir vos micros si vous avez des questions, des interrogations. Sinon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste.